BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC bien sûr, le cabinet de stratégie Bain. On est ensemble maintenant, vous le savez, pendant une heure avec Vincent Beaufils, directeur de la publication de Challenge. Bonsoir Vincent, ou bonjour Vincent. Bonjour à vous tous. On fait passer votre entretien à une personnalité. Aujourd'hui, c'est une chef d'entreprise, c'est suffisamment rare pour le souligner, Marie-Ange Debon, la présidente du directoire de Keolis. Alors bonjour Marie-Ange Debon, vous êtes donc à la tête de Keolis, un des leaders mondiaux de la mobilité, filiale également de la SNCF. Mais en deux mots, Marie-Ange Debon, Keolis, c'est combien de bataillons, de bus, de métro, de cars, de tramways, dans combien de villes, dans combien de pays ? Alors bonjour à vous. En deux mots, c'est 68 000 collaborateurs, 23 000 véhicules. On est présent dans 14 pays. La moitié de notre activité en France, la moitié hors de France. Et on a environ 300 grands clients, collectivités locales, donc 300 grands contrats. On est présent dans des villes aussi diverses que Melbourne, Boston ou Caen. En France. Alors Marie-Ange Debon, c'était un entretien multicanal puisqu'on va vous retrouver dans les colonnes de Challenge et puis également sur les sites de Challenge et puis de BFM Business et à l'antenne de BFM Business pendant le week-end. Oui, et puis surtout, vous êtes en direct sur l'antenne ce week-end et donc effectivement sur les sites à partir de mercredi, c'est important de le souligner, site de Challenge et site de BFM Business. En tous les cas, merci d'avoir accepté d'être notre invité. 4 parties, je vous rappelle rapidement le mode d'emploi. Il y a une partie actualité, une partie plus business. Après, le micro-trottoir fait sur le campus d'HEC. Toujours amusant, intéressant de voir le point de vue des jeunes. Et puis, des questions des alumni. Et puis, bien sûr, le brief de Bain qui viendra après la partie d'actualité. Mais tout de suite, question d'actu. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Première question, comment les transporteurs publics font face à l'augmentation des prix du carburant ? On sait que c'est une obsession pour tout le monde, pour les Français. Est-ce que vous avez notamment profité du bouclier énergétique mis en place par le gouvernement ? Oui, alors c'est vrai que l'énergie, c'est à peu près 10% de nos coûts, donc c'est un impact significatif. On a bénéficié d'un certain nombre d'aides du gouvernement, en particulier sur nos autocars et certains bus. C'est une contrainte pour nous, opérateurs, mais c'est aussi une contrainte pour nos clients, c'est-à-dire les collectivités locales, qui ont à avoir une augmentation de leurs coûts de transport, l'augmentation de l'énergie étant sur tous les modes, que ce soit le gasoil, que ce soit évidemment l'électrique, tout le monde est impacté. Donc comment on fonctionne ? D'abord, on est très attentif à l'éco-conduite, on fait tout ce qu'on peut pour la réduction de la consommation. Qui paye le gazole ou qui paye le diesel ? Qui paye ? C'est vous ou c'est les collectivités locales ? Nous avons un contrat global, donc c'est dans le cadre global de nos coûts. Et les contrats sont en général bénéficient de clauses d'indexation pour prendre en compte l'évolution. Dans la plupart des pays, c'est le même mécanisme. Vous avez des clauses d'indexation qui prennent en compte l'évolution de l'énergie. Souvent malheureusement avec un décalage dans le temps, donc parfois on n'est pas tout de suite indexé, mais globalement il y a des clauses d'indexation, donc ultimement c'est les collectivités locales qui sont impactées évidemment bien sûr. Alors c'est une crise qui est venue après une autre, celle du Covid, qui avait fait baisser évidemment massivement le nombre de vos passagers. Est-ce que vous avez récupéré à peu près le trafic d'avant Covid ? On progresse. Alors en France, qui s'en sort plutôt bien, nous sommes à 90% dans beaucoup de réseaux. Parfois, on est même au-dessus le week-end. On est déjà monté à plus de 100, 105 dans certains réseaux. À l'international, ça dépend des pays, mais on est remonté plus lentement. La France a été assez exemplaire sur le sujet. Probablement aussi parce que le port du masque a duré, ça a inspiré confiance aux passagers. On a maintenu une vie sociale et économique assez forte.
Donc dans certains pays, on est en train de monter à 60, 70. Ça, mais globalement, on a quand même le sentiment, est-ce à cause du Covid ou est-ce à cause d'autre chose, que la part du transport public a régressé par rapport à celle de l'automobile, de quelques points de pourcentage. Disons qu'on avait depuis ces dernières années une évolution progressive de un petit peu moins de voitures et un peu plus de transport public. Ça s'est évidemment stoppé. En fait, la voiture a remonté, l'ensemble des modes alternatifs sur lesquels nous aussi on travaille, qui sont le vélo, la marche à pied, et ont progressé. Et le transport public a un petit peu baissé. Suivant les distances. De 17 à 14%, je crois, du marché global, c'est ça. La baisse, vous voulez dire ou Non, la part de marché du transport. Le transport public, on est plus autour de 20% quand même. La voiture, c'est 80% des déplacements. Est-ce que vous êtes inquiète des bus électriques là, qui ont flambé à Paris? Est-ce que ça peut remettre en cause l'utilisation de ces bus électriques ou qu'est-ce que vous en avez eu, vous? On n'a pas eu d'incendie sur aucun. Nous aussi, on a des bus on exploite des bus de ce fournisseur, mais on n'a pas constaté d'incident sur des mêmes bus, des bus différents de ce même fournisseur, et on n'a eu aucun incident particulier sur d'autres bus. Donc non, on est très confiant sur le fait que ça ne remet pas en cause d'évolution, mais en même temps, ça nous montre évidemment qu'il faut être très attention. On est en train de travailler sur les bornes de recharge électriques. Les normes ne sont pas les mêmes. On passe du thermique à l'électrique. Ça implique une attention particulière, mais c'est notre rôle d'exploitant d'être vigilant aussi là-dessus. Toujours dans l'actualité, il va y avoir cette loi qui va venir sur le pouvoir d'achat. Est-ce que vous pensez qu'il faut une mesure transport public, ou l'aide des collectivités est déjà suffisante pour qu'on n'imagine pas quelque chose de spécifique au transport public? Les collectivités locales ont été aidées surtout par des avances pendant la période Covid. Donc un des vrais sujets, c'est ces avances peuvent-elles transformer en des subventions? Parce que c'est vrai qu'elles ont été mises fortement à contribution. On a maintenu en France un haut niveau d'offres pour permettre à tous les métiers essentiels, pour permettre à tous de maintenir une vie économique et sociale. Ensuite, je pense qu'il faut plus réfléchir à des mesures ciblées. Donc on aura tout à l'heure le micro-trottoir avec les étudiants. Pour les étudiants, le sujet du tarif est important. Donc avoir des aides sur les tarifs pour les étudiants, oui. Des mesures générales, non. Je pense qu'il faut plutôt viser des tarifs ciblés. Donc ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui se passe en Allemagne, pour vous, c'est pas forcément une bonne solution. Donc on va rappeler juste à nos auditeurs et téléspectateurs, le gouvernement allemand a décidé un forfait de 9 € à partir de cet été pour tous les transports publics. Le sujet de la tarification, c'est une prérogative des pouvoirs publics et des collectivités locales. En tant qu'opérateur, moi, mon sentiment est qu'il faut mieux aller sur des mesures ciblées et puis qu'il faut... Nos transports ont besoin de ressources additionnelles. On a besoin de continuer à investir sur l'offre. Donc je suis plus à m'interroger sur le modèle économique de ces transports et est-ce que cette formule proposée par le forfait allemand favorise de ressources additionnelles pour les transports? Je ne crois pas. Et je ne suis pas non plus sûre qu'elle permette... il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'être aidés pour le transport en commun. J'en fais partie, vous en faites sans doute partie. Et donc, plutôt viser des publics ciblés, ceux qui ont des ressources très limitées, les étudiants... Voilà, des catégories qui ont des vrais problèmes de pouvoir d'achat. Alors, avec le moyen terme, là on quitte l'actualité, on va rentrer dans ce qu'est effectivement cette transition écologique et énergétique, et vous êtes au premier rang. Est-ce que vous avez eu déjà des indices de ce que le nouveau gouvernement Borne veut vous demander, ou à quoi vous attendez-vous En tout cas, on a une première ministre qui connaît bien le secteur, qui a eu le ministère, donc... On part avec un a priori de confiance sur le fait qu'elle est consciente qu'il faut continuer d'investir dans ce secteur. La semaine prochaine à Paris, vous avez un grand salon de la mobilité européenne. Là aussi, je pense que ce sera l'occasion d'ouvrir ce débat. Nous, on appelle de nos voeux à ce que les transports publics, et je prends ma casquette aussi de la présidente de la Fédération du transport public, c'est qu'on ait plus de moyens parce que l'offre crée la demande et qu'il y a vraiment une demande forte, qu'on ait plus d'offres.
Mais ça veut dire quoi? Vous demandez quoi? C'est un plan d'investissement, c'est quoi? Oui, c'est un plan d'investissement pour aider la transition environnementale en particulier. On a encore peu de bus qui ne soient pas thermiques. Il faudrait combien? On est plusieurs milliards. Donc, on a demandé dans le cadre de la profession du transport urbain, pour le secteur du transport de voyageurs, plus de 5 milliards. Par ailleurs, le fret aussi doit être aidé. Donc on sait qu'en France, peu de marchandises passent par le fret ferroviaire. Contrairement vous parliez de l'Allemagne, contrairement à notre pays voisin. Donc là aussi, un secteur qui a besoin d'être soutenu pour faciliter sa modernisation et puis continuer d'augmenter son offre. Alors, il va se passer un événement important à Paris, enfin dans la région parisienne, c'est les premières mises en concurrence des lignes d'autobus. Comment vous, concurrent de la RATP, vous abordez ce sujet? Vous êtes candidat à tout? Vous pensez que vous avez de bonnes chances? Alors, Keolis, je vous disais que c'était une filiale de la SNCF. Alors, je vous rappelle que c'est une filiale de la SNCF et de la Caisse des dépôts et placements du Québec. 70% SNCF. Voilà, 70% SNCF, 30% la CDPQ. Keolis a comme particularité d'avoir été toujours dans le secteur de la concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, nous, tous les contrats que nous avons, ce sont des contrats que nous avons gagnés dans le cadre d'un processus d'appel d'offres. Donc on se tourne naturellement vers l'Île-de-France avec beaucoup d'intérêt. On a d'ores et déjà, on a plutôt réussi et tiré notre épingle du jeu dans les premiers appels d'offres, puisque la Grande Couronne a déjà fait l'objet d'un nombreux appels d'offres, plus d'une trentaine qui ont d'ores et déjà eu lieu, et on a autour de plus de 30% de part de marché. Donc on a plutôt été la réussite a été au rendez-vous pour nous. Et donc on va continuer au fur et à mesure qu'on rentre dans le cœur de Paris, de la Grande Couronne vers la Petite Couronne et le cœur parisien. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France. Donc, il y a eu, ça a été très mal géré par la police. On ne sait pas encore très bien qui est responsable. Mais en tous les cas, ça veut dire que pour les Jeux Olympiques 2024, il va peut-être falloir revoir les copies, notamment les copies de transport, parce que ça aussi, c'est important de savoir gérer la foule. Comment est-ce que vous réagissez aux premières mesures qui ont été imaginées justement pour le transport dans la région parisienne à cette occasion? Alors, c'est un sujet sur lequel, en effet, on est très attentif. Alors, pour vous dire, nous allons d'abord gérer la Coupe de Doha, puisque nous sommes nous sommes en charge au Qatar et du métro et avec d'ailleurs en partenariat avec la RATP et du tram de Loussail. Donc notre priorité dans les jours et mois qui viennent, c'est que la Coupe du Monde de foot de 2022 se passe très bien au Qatar. Et on s'organise. Il va y avoir beaucoup de monde et les pouvoirs publics sont extrêmement vigilants. C'est l'image du pays, bien sûr. Et nous, on est en appui très fort. Donc ça sera. On vient de gérer à Dubaï l'exposition universelle. Donc c'est des grands événements dans lesquels on est. On pense qu'on est à l'aise. Oui, mais c'est peut-être plus facile, effectivement, à Dubaï, qui est un pays très organisé, qu'à Paris, on a une mer, certes très organisée, mais qui rencontre pas mal d'opposition sur ses décisions concernant le transport des Parisiens. Dans toute la région Île-de-France, qui est une zone congestionnée, c'est sûr que c'est aussi l'objectif de tous ces investissements sur le Grand Paris Express. Et on aura l'occasion d'y revenir. Et le périph' à deux voies, ça vous va? C'est aux automobilistes qu'il faudra parler de ce sujet, mais tout ce qui favorise le report modal vers les transports publics m'intéresse. Encore beaucoup de questions d'actu, mais il faut qu'on s'arrête là, Marie-Ange Debon. Tout de suite, le brief de Bain avec Arnaud Leroy. Et après, des séquences business, plus focalisées sur Keolis. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors Marie-Ange Debon, cette deuxième séquence business, elle est traditionnellement introduite par nos amis de Bain. C'est Arnaud Leroy qui va vous faire son brief. Il est donc associé et notamment très spécialisé sur les questions de transport, de mobilité et notamment de services aux collectivités. Arnaud, c'est à vous. Bonjour Marie-Ange Debon. Bonjour. Vous avez pris vos fonctions à la tête de Keolis en plein milieu de la crise Covid. Manière un peu brutale de découvrir le métier des transports publics. Mais votre expérience dans les services aux collectivités vous a permis d'affronter cette crise sans précédent. En témoignent les résultats de Keolis en 2021, proches de ceux de 2019. Alors que les conditions se normalisent, 3 défis se présentent à vous aujourd'hui. Le premier, c'est décarboner. Keolis ambitionne d'être l'opérateur de transport de la transition énergétique,
avec un objectif de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 par rapport à 2019. C'est important car 30%, c'est aussi le poids des transports dans les émissions globales de gaz à effet de serre en France. Sur ce défi, Keolis peut s'appuyer sur sa position de leader mondial dans l'exploitation des trams et des métros, mais c'est surtout par sa capacité à développer des solutions de transport local plus performantes et en rupture écologiquement que Keolis pourra faire la différence dans le futur. D'où le deuxième défi, innover. La mobilité urbaine devrait doubler d'ici 2050, combinée à une évolution des comportements et des attentes des habitants et des autorités organisatrices. De nombreux modèles d'affaires émergent, combinant des nouvelles solutions de transport local, une mobilité partagée, mais aussi une approche multimodale permettant de fournir des solutions intégrées aux habitants. C'est un double enjeu pour Keolis que de se positionner avec succès sur ces nouveaux modèles d'affaires et intégrer la dimension technologique de ces innovations. Le troisième défi, c'est industrialiser. Keolis possède le portefeuille d'activités le plus large et diversifié en termes de présence géographique et de modes de transport. Vous couvrez une douzaine de modes de transport et êtes présent dans 14 pays. Pourtant, Keolis n'a pas réussi jusqu'à maintenant à transformer ceci en une création de valeur en ligne avec les meilleurs acteurs de l'industrie. Être plus sélectif dans les positions locales à développer et sans doute plus volontariste dans la recherche des effets d'échelle et d'expérience sur des modes éprouvés font partie des enjeux futurs de Keolis. Vous avez pris des premières mesures dans ce sens avec la sortie fin 2021 du rail allemand. Une question pour terminer, si vous me permettez. Il est probable que les futurs modèles de transport public intègrent une part technologique beaucoup plus importante dans le futur. Quels sont, selon vous, les savoir-faire technologiques à intégrer et maîtriser en interne pour que Keolis reste dans la course? Et comment progresser sur ce thème qui n'est peut-être pas dans l'ADN initial du groupe? Vaste défi. Oui, en effet. Vous avez dit beaucoup de choses. Je pense que, alors d'abord, je pense que Keolis a plutôt créé pas mal de valeur depuis quelques années. On a traversé la crise avec une année 2020 difficile, mais 2021 une année très belle. Et par ailleurs, si on regarde nos grands enjeux, je crois en effet que côté innovation, on a toutes les briques de cette innovation. Alors, on parlait beaucoup de transition énergétique, c'est évident. On est à l'aise dans tous les modes. Et c'est ce qui fait notre force aussi vis-à-vis des collectivités locales. C'est on est capable de les aider sur tout leur mix énergétique. Parce qu'on va avoir, pendant les années qui viennent, des mix qui vont coexister. On va avoir du thermique, on va avoir de l'électrique, on aura de l'hydrogène, du biogaz. Donc c'est être capable de comprendre l'ensemble de ces aspects et de faire fonctionner l'ensemble de ces infrastructures ensemble. Après, il y a le deuxième sujet que vous avez évoqué sur l'innovation, qui est autour de tout ce qui est digital. Moi, je crois qu'on est encore qu'au début de la révolution du numérique pour le secteur des transports, le secteur de la mobilité. Parce qu'il y a une puissance d'information sur le déplacement des gens qu'on n'a pas encore utilisée. Et ça, cette richesse extrême permettra de bien dimensionner les offres, de savoir à quelle heure il faut positionner nos bus, nos cars, quelle fréquence. Et jusqu'à présent, les secteurs de la mobilité, c'est vrai en France, mais ailleurs aussi, on n'a pas encore tout exploité. Donc le digital, c'est une de mes priorités. Le groupe a été innovant dans pas mal de pays. Si je cherche des exemples, je vous en trouverai. Mais pourquoi vous êtes sorti d'Allemagne, ce que mentionnait Arnaud Leroy? On est sorti d'Allemagne parce que c'était un pays où on était uniquement dans le ferroviaire. Alors c'est vrai d'abord on privilégie des pays où on est dans le multimodal. En Allemagne, seul le ferroviaire était ouvert à la concurrence. Et de fait, les contrats allemands étaient extrêmement négatifs. Donc ça a été une hémorragie financière pour le groupe que j'ai souhaité arrêter. Et donc on a trouvé un repreneur de nos activités, d'où cette sortie d'Allemagne. Mais si je reviens sur le thème de l'innovation... On y reviendra tout à l'heure sur l'innovation, notamment sur l'innovation liée à la transition énergétique. On vous remercie en tout cas de cette introduction pour passer maintenant à la séquence business. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Alors Marie-Ange Debon, donc c'était le premier point évoqué par le brief de Bain, la nécessité de décarboner. J'imagine que toutes les collectivités locales vous demandent de verdir vos flottes. Comment vous faites? Est-ce que vous avez une technologie préférée par rapport effectivement à cette nécessité de faire baisser la part des bons vieux bus au diesel? Oui. En fait, nous, on croit au mix énergétique parce que suivant notamment la densité sur un territoire, les modes de transport ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc clairement, l'électrique dans l'urbain nous paraît celui qui va s'imposer progressivement. Probablement dans des territoires moins denses, on passera par une phase de transition énergétique où le biogaz aura toute sa place. On a des flottes qui ont commencé vraiment à évoluer vers le biogaz. Mais il paraît qu'il n'y en a pas suffisamment en ce moment de biogaz. Ce sera, parce que tout le monde veut du gaz en ce moment, mais indépendamment de l'affaire de l'Ukraine, mais il y a quand même une ressource assez importante à exploiter. Dans tout le secteur de la collecte du déchet, puis tout le secteur agricole sait qu'il a une capacité de développement du biogaz encore notable. Donc le biogaz. Probablement aussi l'hydrogène dans un certain nombre de manière un peu plus... À partir de quand vous pensez l'hydrogène? Probablement dans un horizon de 5 à 10 ans. Les évolutions technologiques sont quand même assez rapides, mais il faut construire, il faut aussi produire de l'hydrogène vert. Donc on aura cette coexistence pour les 20 ans qui viennent de différents modes de transport. Et c'est notre positionnement d'être capable de faire la maintenance et d'exploiter l'ensemble de ces modes pour nos clients. Et alors, en termes de coût, est-ce qu'effectivement, un bus électrique, on imagine que déjà à l'achat, ça coûte 2 fois plus cher en gros qu'un bus diesel. Comment est-ce que ça peut fonctionner dans vos comptes en laissant effectivement toujours des marges profitables, puisque vous disiez tout à l'heure que vous créiez de la valeur ajoutée? Alors d'abord, souvent, ce sont les collectivités locales qui investissent et on exploite pour leur compte. Elles sont très demandeuses? Elles sont demandeuses déjà qu'on les conseille, qu'on les oriente et elles ont lancé leur mutation. Après, vous avez d'autres modes de transport qui sont électrifiés. Le tram, Keolis est le leader du tram et du métro automatique. En tram, on doit avoir 25 réseaux, on gère 25 réseaux. Ce week-end, on a inauguré le réseau de Odense au Danemark, c'est une deuxième ligne de tram qu'on gère dans ce pays. Donc on a cette évolution du tram, mais là on est en électrique. Donc on a déjà une évolution des collectivités locales qui ont une grande sensibilité en matière environnementale vers de plus en plus de transports collectifs verts. Vous avez succédé à Jean-Pierre Faraudoux, qui est maintenant le président de la SNCF. Quel est le rôle de Keolis dans la stratégie de la SNCF qui veut doubler sa part de marché? D'abord, on est présent à l'international. La SNCF l'est de manière beaucoup plus limitée. Donc, c'est un premier sujet. Deuxièmement, on est dans l'intermodalité. Donc, on est aussi un peu leur tête de pont sur cette intermodalité. On est à l'aise dans le tram. On fait du ferroviaire dans un certain nombre de pays, du ferroviaire de proximité. On est présent aussi, dans le secteur de la concurrence, qui est un domaine que la SNCF est en train de découvrir progressivement. Donc ce savoir-faire, on vient en appui aussi de la SNCF, modestement, dans cette grande bagarre qui va s'ouvrir de l'ouverture à la concurrence. Alors justement, puisqu'on parle de concurrence, on a évoqué tout à l'heure ce qui allait arriver sur le réseau des bus parisiens, mais il y a aussi un énorme projet avec le Grand Paris. Il y a un certain nombre de lignes qui vont être mises en concurrence. Vous êtes candidat à tout ? On est à peu près candidat à tout, oui. D'abord parce qu'on a nos savoir-faire. Encore une fois, le métro automatique, le premier à avoir lancé le métro automatique en France, c'est nous. Et c'est pas à Paris, il a été lancé à Lille. Donc on a ces savoir-faire. On a gagné le contrat de Dubaï, qui est assez emblématique des grands métros très développés, extrêmement modernes, toujours à la pointe du progrès. Donc tous ces éléments font que, bien évidemment, on n'a pas de doute qu'on va répondre à tous les appels d'offres en Ile-de-France. Et cela dit, et pas de langue de bois, Marie-Ange Debon, est-ce que la concurrence avec la RATP est un peu biaisée? Vous avez parlé de pilules empoisonnées dans les appels d'offres, c'est-à-dire?
La façon dont l'ouverture à la concurrence se construit en Ile-de-France a été organisée par les pouvoirs publics. Pour la RATP. Non, je n'ai pas dit qu'elle avait été organisée pour la RATP, mais elle a été organisée pour définir les rôles de chacun. Et c'est vrai que la RATP a conservé un rôle de gestionnaire d'infrastructures qui peut compliquer la tâche sur un certain nombre de réseaux. Mais non, l'ouverture de la concurrence, elle est bien réelle. Pas simplement avec la RATP, aussi dans la Grande Couronne sur les bus, puisque c'est la Grande Couronne s'ouvre à la concurrence. Les contrats qui étaient en place n'avaient pas fait l'objet d'appel à la concurrence par le passé. Il n'y a pas que la RATP, ou nous d'ailleurs, qui sommes présents. Il y a Transdev comme concurrent et d'autres opérateurs. Donc c'est un marché qui est en ébullition en Ile-de-France. Alors il y a une autre manière de prendre des parts de marché, c'est d'inventer de nouvelles mobilités. Et donc on a découvert que effectivement vous êtes très présent aussi sur l'autopartage. C'est inattendu. Qu'est-ce que vous imaginez faire? Jusqu'où vous souhaitez aller? Alors qu'on a l'impression que sur l'autopartage, il y a certains opérateurs qui sont plutôt en retrait, notamment les constructeurs automobiles. Notre credo, c'est la multimodalité. Donc on est capable de faire dialoguer entre plusieurs modes. Vous parlez de l'autopartage, mais c'est très peu su. On est le deuxième opérateur de vélo en France. Donc on fournit des vélos en libre service à la plupart de nos collectivités locales. Donc on est un très gros opérateur. Vous êtes où ? On est dans pleine ville en France. On a une flotte de 30 000 vélos, donc c'est vraiment une flotte qui est impressionnante. Vélo électrique? Vélo électrique et vélo musculaire, les deux. On est présent à Grenoble, on est présent dans pas mal de villes. Donc voilà, c'est ça notre idée, c'est en permanence de faire dialoguer différents modes de transport. Mais dans l'autopartage, vous avez réussi à effectivement gagner un peu d'argent sur ces opérations qui semblent être si difficiles à rentabiliser. À chaque fois, il faut être sélectif, c'est aussi notre positionnement, sélectif sur nos contrats. Notre objectif, c'est avant tout de faire dialoguer correctement, donc aussi avec des outils applicatifs, les différents modes de transport. Donc notre présence, c'est plutôt sous forme de partenariat avec dans la réflexion sur l'autopartage ou le covoiturage. Et puis c'est en permanence de rabattre des automobilistes, comme on dit, vers les réseaux collectifs. Parce que c'est ça qui évitera la congestion des villes qui repart de plus belle. On a connu, entre guillemets, l'embellie du Covid où le trafic était fluide, mais on est en train de nouveau de repartir dans des villes congestionnées. Alors, il y a une chose qui est amusante, qui est la vie de tous les jours, c'est la fraude. Et on a entendu dire que vous avez une forme de nouveau baromètre qui est le fraudomètre pour rendre effectivement les passagers plus civiques. Oui. Et comment ça marche, ça ? Oui, alors c'est un outil qu'on a développé récemment, en particulier sur le réseau de Besançon. Et donc, si vous ne validez pas quand vous montez dans le bus, c'est ce qu'on appelle en marketing, je me permets dans une émission à connotation très business, des nudges. Donc, on essaye d'inciter les gens par des outils ludiques ou incitatifs qui soient pas du domaine punitif. Qu'est-ce qui se passe dans le bus de Besançon quand vous ne validez pas, on fait le lien entre ceux qui ont validé et le nombre de passagers. Et donc on est capable de dire en temps réel combien il y a de personnes. Et vous les pointez du doigt ? Non, on les pointe pas du doigt, mais on leur fait apparaître des petits smileys négatifs rouges. Et on leur fait prendre conscience qu'ils n'ont pas validé. Et donc, on espère qu'ils vont valider. Ce qui nous permet aussi de savoir combien on a de passagers. Parce que c'est important, encore une fois, de comprendre les flux et de savoir quelle est l'affluence. Donc voilà, c'est notre fraudomètre. 4000 ? Non, on est d'une grande vigilance là-dessus. Et puis, c'est pas nominatif. Et la confidentialité des données, c'est un point très important pour les opérateurs comme nous. Marie-Ange de Bon, on arrive au terme de cette première partie. Tout de suite, le micro-trottoir avec les étudiants d'HEC, les questions des alumni, et puis la conclusion. On parlera d'une femme dirigeante, et puis on parlera aussi un petit peu fourre-tout, vous verrez bien. À tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
On est encore ensemble pendant une demi-heure avec Marie-Ange Debon, présidente du directoire de Keolis, avec des questions des alumni. Enfin, des questions un peu redondantes avec ce qu'on a dit, mais comme ça, c'est une manière aussi de préciser votre pensée. Et puis, tout de suite, vous allez le voir, c'est le micro-trottoir réalisé sur le campus d'HEC. Et la question posée aux étudiants, c'est quoi la mobilité de demain? Après tout, ils sont peut-être les premiers concernés. On les écoute et après votre réaction. Quel est votre moyen de transport? Les transports en commun, essentiellement le métro et le train. C'est essentiellement les transports en commun. Bus, métro, RER, tout ça. Donc ce serait métro et voiture. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, changer dans les transports publics? La régularité, en général. Moi, je viens de Marseille, et à Marseille, pour le coup, il y a des bus qui sont vraiment pas réguliers, et pourtant qui vont dans des endroits vraiment importants, genre la plage ou quoi, et donc, la régularité des transports en commun. Ce qui m'agace le plus, c'est qu'il y a souvent des problèmes sur les lignes. Certaines sont parfois interrompues. Je n'ai pas pu venir en cours une fois parce qu'il n'y avait pas de métro et qu'aucune solution de remplacement n'avait été mise en place. Je changerai ces problèmes et les retards aussi. Ceux qui viennent à HEC juste pour un semestre ne parviennent pas à obtenir une carte imaginaire avec la réduction étudiante qui est très avantageuse. Donc il faudrait peut-être un tarif plus attractif pour les étudiants en échange universitaire. Pour toi, l'avenir du transport public aujourd'hui, c'est quoi? C'est de plus en plus et moins cher peut-être. Je pense qu'on paye très cher et quand on est jeune, on n'a pas forcément les moyens de se payer ce prix-là. Je pense que l'avenir pourrait se situer dans la privatisation du transport public. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais je pense que l'expérimenter pourrait être intéressant et voir si l'offre est meilleure. Sur un plan un peu moins économique, je pense que l'avenir, c'est aussi les transports en commun écologique. Je pense que c'est l'électrique, c'est le bus électrique, on commence à en voir pas mal dans Paris. Je pense que c'est vraiment le transport électrique, quoi. Pour toi, un bus électrique, est-ce que c'est forcément une bonne solution alors que c'est un énorme coût pour les entreprises? Moi je pense que c'est une mauvaise solution. Parce que je pense que, ça coûte trop cher, et deux, avoir des bus dans une ville, c'est déjà une méthode pour réduire le nombre de voitures. Donc il me semble que le bus c'est déjà une solution pour les questions écologiques. En vrai, des bus électriques, mais surtout un système d'horaire pensé pour que quand tu as plein de changements à faire, typiquement HEC à Paris, tu arrives à réduire considérablement ton temps de transport parce que tu arrives à enchaîner avec ton RER, ton bus, puis ton RER, puis ton bus, tu vois. Donc les bus électriques c'est trop bien pour l'écologie, mais en termes d'optimisation de temps de transport, je pense qu'on peut faire quelque chose sur les horaires. Et je pense que l'avenir c'est le tramway plus que le bus. En tout cas, pour des raisons écologiques, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt comme ça que ça se projette. Je pense qu'à l'avenir, les transports devraient être plus rapides, plus connectés et moins chers. De cette façon, les usagers arrêteront d'utiliser leur propre voiture. Si vous pouviez poser une question à Marie-Ange Debon aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de lui demander? Est-ce que vous-même, vous prenez les transports en commun? Et à quand les transports gratuits pour les étudiants? Parce que c'est très cher d'être étudiant aujourd'hui. J'aimerais lui dire merci parce que quand même avoir des services de transport c'est super important et il y en a par rapport à d'autres pays et c'est quand même assez développé. Mais j'aimerais bien lui dire de continuer, de garder les efforts, d'en développer plus écologique, partout, moins cher. France-Belgique, même combat. Des propos recueillis par Hortense Muller et Clémentine Impérial-Legrain. Vous prenez les transports publics, Marie-Ange Debon? Très régulièrement, oui, tous les jours. Alors, le bus électrique, on va en reparler. Il y a une question des alumni sur ce point-là. La régularité et le coût du transport. On en a déjà parlé un petit peu. Coût du transport, ça, c'est sûr que c'est un handicap. Alors d'abord, régularité, en fait, c'était passionnant parce que c'est vraiment les fondamentaux de notre métier. Être à l'heure, ni en avance, ni en retard. Parce qu'être en avance, ça veut dire que vous n'êtes pas à l'heure, vous êtes en retard. Voilà, on n'est pas à l'heure quand on est en avance aussi. Donc la qualité de l'information qui est donnée aux passagers, c'est des priorités. Et ce qui va se passer avec le digital, c'est que ça va s'améliorer. Donc c'est déjà une évolution. En quoi le digital va améliorer? Parce que vous avez l'information en temps réel. Donc vous pouvez l'avoir sur des applications sur votre téléphone, vous l'avez sur les panneaux d'affichage. Donc le digital et le temps réel va améliorer tous les points sur lesquels ils sont en demande, c'est-à-dire une information de meilleure qualité, une capacité à prédire aussi, par exemple, des éléments d'affluence. Est-ce que le bus que je vais prendre est plein ou pas plein? Est-ce que je prends celui qui arrive 10 minutes après? Donc tous ces éléments que le digital est en train de faire bouger correspondent exactement à leur demande.
Oui, et puis il y a tout ce qui est modal aussi, parce que vous parlez de digitalisation, c'est-à-dire qu'il y a une étudiante qui le dit, on prend le bus, on prend le tramway, on prend le train, ça serait bien qu'il y ait une espèce d'organisation, en fait. Oui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le MaaS, la Mobility as a Service, et c'est vrai qu'avec des applications, et Keolis a défini l'outil qui est le plus utilisé en France, qui permet de connaître les correspondances, connaître les horaires, et au fur et à mesure que de plus en plus les gens se digitalisent, de plus en plus cette application sera extrêmement utilisée et la plus puissante pour informer nos passagers. Et c'est vraiment un axe majeur, l'information voyageur. Oui, je vous confirme en tant que voyageur. Ouais. Et c'est vrai que sur nos territoires, nos conducteurs, nos contrôleurs, l'ensemble de toutes les équipes qui sont en contact avec le public, ils pensent avant tout comment on fait pour améliorer l'information des voyageurs. Je disais en introduction, c'est un des fondamentaux du métier. Quel est juste, on parlait de bus, on a oublié de vous poser la question, le moyen de transport le plus utilisé, du moins pour Keolis? En kilomètres effectués, probablement le bus. Mais bon, comme Keolis est un très gros opérateur de tram, comme je le disais, on a beaucoup de trams aussi dans des villes en France et puis à l'international. Donc très clairement, métro aussi, parce qu'avec le métro, vous avez la vitesse, de plus en plus aussi de lignes de métro automatiques. Donc on est vraiment multimodal chez Keolis, mais le bus et le car restent quand même des moyens en kilomètres parcourus très très utilisés. Encore beaucoup de questions à vous poser, mais cette fois-ci, c'est pas nous qui allons vous les poser. C'est des questions des alumni HEC. Il y a 5 questions. On revient peut-être sur certains points, mais on les écoute. Première question, elle est... Ah tiens, quelqu'un qu'on connaît bien ici à BFM Business, Hélène Bourboulou. Elle est administratrice judiciaire, redoutable personnalité. Elle est présidente d'HEC au féminin. Elle a une question pour vous. Bonjour Marie-Ange, je suis Hélène Bourboulou, HEC 95, administrateur judiciaire et présidente de HEC au féminin. Nous célébrerons l'an prochain les 50 ans de la mixité à HEC, préalable indispensable à l'accessibilité aux postes de direction générale notamment. Tu fais partie des rares femmes à la tête d'une grande entreprise. La mixité des écoles d'ingénieurs a préexisté à celle d'HEC et pourtant il n'y a pas eu plus d'élèves ni de postes ultérieurement destinés aux femmes. Notre nouvelle première ministre est une exception. Comment vois-tu les choses et peut-on faire bouger les lignes dans les 10 prochaines années ? Réponse d'abord, c'est bien d'avoir une première ministre femme. Oui, c'est très bien. Et puis Hélène, elle aussi est une précurseur dans son métier remarquable dans le monde des aides du sauvetage des entreprises. Alors moi, c'est une cause qui m'est chère. On imagine. Comment peut-on faire bouger les choses ? C'est vrai que je dois dire que je suis sortie d'HEC il y a 35 ans, on n'était pas très loin de la parité, et 35 ans après, on voit que c'est très lent. Donc je dirais qu'il faut être volontariste, et il faut être volontariste dans les modes de recrutement, dans les promotions. C'est comme ça qu'on accélère. Il faut être très très vigilant aussi, puisque on l'a vu récemment, on l'a vu sur le sujet des mathématiques. Moi, j'ai signé il n'y a pas longtemps la pétition en faveur de sauver les mathématiques avec Challenge d'ailleurs. Il y a des métiers, ça y est, ils se sont féminisés. Et chez Keolis, sur beaucoup de fonctions, j'ai énormément de femmes à des postes de responsabilité, directrice financière, directrice du marketing et pas que des RH ou directrice de la communication. Non. Ils sont des postes clés. Mais sur les postes opérationnels plus difficiles, et c'est souvent des profils d'ingénieurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés, parfois aussi de l'auto-limitation. Donc il faut être très volontariste dans les modes de promotion des femmes, dans les recrutements. C'est un sujet d'attention très grand, et on a nous une feuille de route chez Keolis pour aller vers beaucoup plus de féminisation de ces fonctions plus opérationnelles. À l'image d'ailleurs de nos clients qui ont eux-mêmes évolué. Le monde des élus français n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Beaucoup de femmes les grands-mères sont des femmes. Ah oui, même beaucoup, même maire de Nantes, maire de Reims, il y en a beaucoup. Exactement. Pas de Reims. Deuxième question. Antoine Rabin, lui, il est président d'HEC Transition sur l'électrification des usages et notamment du bus, justement. On l'écoute. Marie-Ange Debon, chers camarades, bonjour. Je m'appelle Antoine Rabin, promo 2006. Je suis président du club HEC Transition qui agrège au sein de notre communauté les réflexions autour de la redirection écologique des entreprises. Et j'ai fondé et préside Gekosphère qui accompagne les décideurs privés et publics dans ce domaine.
Je vais focaliser ma question sur l'un des segments du groupe Keolis, à savoir celui des bus qui n'échappent pas à la tendance lourde autour de l'électrification des usages. Quelle est votre vision? Quelles sont vos convictions autour du positionnement stratégique que pourrait prendre Keolis sur cette nouvelle chaîne de valeur du bus électrique, entre continuer à posséder les bus et maîtriser les compétences pour les opérer et les maintenir, notamment le pilotage de la charge et de la recharge des batteries, ou alors au contraire souscrire à des offres innovantes qui viennent des constructeurs aujourd'hui jusqu'à l'achat d'euros à kilomètre pour externaliser un certain nombre de risques opérationnels de ces nouvelles flottes. Votre réponse, Marie-Ange Debon? Moi, je crois au bus électrique depuis que je suis arrivée chez Keolis, et depuis 2 ans, je vois une accélération du marché. De plus en plus, la flotte française reste encore très thermique, très diesel, mais on va vers le bus électrique dans toutes les villes. C'est quoi le pourcentage à peu près? Aujourd'hui, les énergies alternatives représentent à peu près 20% et l'électrique, probablement dans ces énergies alternatives, encore que 5% de la flotte française. Mais on a donné la priorité, les constructeurs ont souvent donné la priorité aux véhicules individuels électriques. Maintenant, il y a un mouvement pour que les véhicules collectifs soient de plus en plus électriques. Les collectivités locales sont en train de bouger. Nous avons installé des lignes électriques à plein d'endroits en France, à des villes comme Amiens, des villes comme Bayonne, des villes comme l'Île-de-France sont en train de bouger. Donc on a cette mutation vers l'électrique de manière assez forte, et c'est à la fois évidemment en termes environnementaux une amélioration, mais c'est une amélioration en termes de bruit, en termes de confort de conduite. Donc c'est une tendance qui va se développer. Ça coûte effectivement beaucoup plus cher. C'est quoi la proportion? En fait, ça coûte plus cher à l'investissement aujourd'hui, mais à l'exploitation, c'est en train d'être moins cher, puisque évidemment, vous avez moins de problèmes de maintenance des moteurs, et puis la consommation des prix, même si le monde de l'énergie est en train de bouger dans ses valeurs, le coût d'exploitation en électrique est inférieur au diesel. Les bus à hydrogène, c'est pour quand ça peut exister? On parle des avions, j'attends de voir. Non, il y a quelques initiatives. On a un bus en fonctionnement à Pau, on en a plusieurs à Pau, plusieurs à Versailles aussi. Et alors? Donc on teste, on n'est pas encore économiquement dans une situation qui soit viable. Il y a une ville comme la ville de Dijon qui a des gros projets à la fois pour ces bus et puis pour ces véhicules de collecte des ordures ménagères. Donc tout à fait on y va. Mais ça va prendre encore un peu de temps. Il y aura la mutation du biogaz et de l'électrique avant que la flotte devienne tout hydrogène. Une question de Coralie Renard. Elle travaille chez un concurrent, chez Transdev. Elle a une question sur le futur de la mobilité. Là aussi, on en a déjà parlé forcément avec vous, Marie-Ange Debon. Mais intéressant de voir quelle est votre réponse à sa question. Bonjour Madame Debon, je suis Coralie Renard, Chief of Staff Stratégie et Transformation du groupe Transdev. Je souhaitais vous interroger sur votre vision du futur de la mobilité. Selon vous, à quoi ressemblera le secteur des transports dans 15 ans? Quels sont les principaux challenges que vous identifiez par rapport à ces évolutions attendues? Et comment préparez-vous dès à présent Keolis à relever ces challenges? Et vous avez 1 minute pour répondre. Beaucoup de questions. Non, grosso modo, oui. Je pense qu'on l'a déjà un peu évoqué, oui. Mais ils seront plus digitaux, plus verts. En tout cas, ce qu'on entend de tous ces jeunes, c'est qu'ils aiment le transport public, qu'ils sont en attente, qu'ils croient dans le transport public. Donc ça me permet de réaffirmer que c'est un métier d'avenir. Venez travailler dans le transport public, venez comme conducteur, venez comme contrôleur, venez comme encadrant. C'est vraiment un métier à la fois où vous avez ce qu'on appelle du sens, qui est très important pour nous tous aujourd'hui et pour les jeunes en particulier. Et puis vous construisez un futur meilleur pour nos villes et nos territoires. Ouais. Intéressant de voir qu'il y a, enfin vous venirez, il vous pose des questions à vous, Marie-Ange Debon, Keolis, mais il parle très peu de voitures. Il y en a un qui a mentionné la voiture, c'est tout. Vous avez remarqué? Oui, ça me donne confiance. Ça me montre. On a la conviction chez Keolis que le transport public a encore de très belles années et que c'est le futur de nos villes. Mais c'est bien que les jeunes le disent avec leurs mots et que les autorités organisatrices, les pouvoirs publics l'entendent. Il faut investir plus dans les transports publics. Oui, il faut investir plus. Il faut répondre à la demande. Parce que pour l'instant, on en a déjà parlé, mais
question de régularité, d'aller jusqu'au bout. Tiens, justement, une question, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est même une double question de Olivier Blandin, courtier en assurance. Et lui, il vous pose une question. Comment faire pour Paris qui est devenu un cauchemar pour tous? Comment faire? Et puis, comment aller de banlieue à banlieue? On écoute. Bonjour, Olivier Blandin, donc je suis MBA 92 au siècle dernier. Et j'ai fait un petit passage à Wharton dans le cadre des programmes d'échange. Aujourd'hui, je suis courtier en assurance avec des extensions dans les services financiers. La première question porte sur la mobilité et surtout sur les solutions alternatives. L'Île-de-France est totalement saturée. On a le plus grand bouchon à la hauteur de Joinville, je crois. Et Paris réduit le nombre de places de stationnement, réduit les lieux de circulation. Qu'est-ce que l'on met en place aujourd'hui comme solution de mobilité alternative? Il y a eu l'exemple de Strasbourg qui avait développé un système de tramway, de parking. Le citoyen arrivait, se garait sur le parking, le tramway l'emmenait en centre-ville. Et visiblement, ça marchait assez bien. Qu'est-ce qui existe à Paris pour remplacer les véhicules, sachant qu'aujourd'hui, on a à peu près un véhicule par habitant, voire 2 véhicules par habitant. Donc Paris est complètement congestionné. C'est ma première question. Et sur les mobilités, j'ai une deuxième question, parce que j'habite en banlieue. Et Keolis a fait un gros travail sur la ville de Versailles récemment, où je réside. La question, c'est qu'est-ce que l'on va mettre en place pour les transports, non pas pour désengorger Paris, mais de banlieue à banlieue. Parce que c'est aussi ça qui explique que les gens prennent leur voiture, parce que de banlieue à banlieue, vous mettez des heures, alors qu'en voiture, c'est quelques minutes. Surtout s'il n'y a pas de périphérique ou que le périphérique devienne ceinture verte. Oui. Bon, on n'y est pas encore, heureusement. Marie-Ange Debon, qu'est-ce que vous répondez? Je pense que la région Île-de-France, et puis son bras armé, Île-de-France Mobilité, et puis les pouvoirs publics, tout le monde travaille à de nouveaux investissements de transport dans l'Île-de-France. Donc, on a le Grand Paris Express qui arrive. En ce moment, on est en train de répondre sur les lignes 15 et les lignes 16 et 17. Donc, c'est des lignes de métro qui arrivent d'ici quelques années. Keolis espère exploiter ces nouvelles lignes de métro. On est en train de faire un effort sur le tram. Enfin, les pouvoirs publics et en particulier Île-de-France et Île-de-France Mobilité travaillent sur le tram. Et ensuite, on est en train de travailler sur ce qu'on évoquait, c'est-à-dire l'amélioration de l'information aux voyageurs. Il faut qu'aussi on arrive à travailler sur ce qu'on appelle dans notre jargon le report modal, c'est-à-dire les gens doivent quitter leur voiture pour aller vers les transports en commun. Et nous, il faut que notre offre, elle soit présente. Voilà, de qualité, il faut qu'on attire de plus en plus de passagers. Les nouveaux bus qui sont plus clairs, on le disait, moins brillants. En termes de tarifs, vous voulez dire, ou accessible? Non, mais même accessible, c'est-à-dire qu'ils passent surtout à l'endroit où vous habitez. À l'endroit où j'ai envie de prendre mon autobus au lieu de prendre ma voiture. Tout à fait. Il faut que cette proximité, c'est ce qu'on essaye de mesurer en permanence, c'est-à-dire comprendre bien les flux sur un territoire. Il y a maintenant les bus arrivent avec des ports USB. Vous avez énormément de changements qui rendent ces transports en commun de plus en plus attrayants, je pense, et qui, du coup, doivent permettre de décongestionner Paris. Donc des investissements et puis une mode de gestion des transports publics qui en feront un lieu beaucoup plus agréable, un lieu de vie beaucoup plus agréable. Question un peu piège, est-ce qu'il faut changer la structure, puisque vous abordez, il y a Île-de-France Mobilité. Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, qu'il y ait une gouvernance plus simple au niveau de l'Île-de-France et de Paris? Le millefeuille administratif français sur tout le territoire il est splendide complexe. À Paris, quand même, oui. Oui, et puis les lois ont fait, depuis quelques années, en permanence évoluer les compétences en matière de transport. Peut-être qu'on peut aspirer plutôt un peu de stabilité pour qu'on ait le temps. Il y a un temps long dans le transport, et donc il faut un peu de temps pour bien réfléchir à quel est le bassin pertinent pour bien gérer les flux. Donc, je dirais, moi j'aspire plutôt à une stabilité administrative aujourd'hui des autorités organisatrices de la mobilité sur le territoire français. Merci Marie-Ange Debon. On arrive au terme maintenant de cet entretien HEC avec Vincent. On a encore quelques questions à vous poser. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Marie-Ange Debon, on arrive au terme de cette émission. Là, c'est la conclusion. Encore 2-3 questions, un peu fourre-tout. Moi, j'ai une question, on l'a vu avec Marie-Hélène Bourboulou, c'est la question des femmes. On sait que vous avez, à un moment, demandé si vous n'allez pas prendre la direction de Suez. Votre nom a souvent été cité.
Là, vous dérogez Keolis, on est plutôt dans la sphère publique. La patronne de RATP, Catherine Guillouard, est aussi une femme. C'est plus facile d'être nommée à un poste de dirigeante dans le secteur public que dans le secteur privé? Non, je crois pas. En tout cas, le secteur public est, vous le savez, moi j'aime bien les deux secteurs. J'aime bien aussi. Oui, mais la tête d'Orange, la tête d'Engie, c'est Bercy qui a voulu une femme. Orange. Oui, Engie, c'est pas encore tout à fait le secteur public. Non, mais le poids de l'actionnaire public. Oui, non, mais je suis sûre qu'on trouvera des exemples aussi. Les femmes progressent et. Allez-y. À la tête de Veolia, je crois que nous allons avoir une femme. En effet. Il y a aussi un actionnariat public. Non, mais les femmes s'imposent de plus en plus et je pense qu'on va vers un équilibre. Moi, j'ai toujours aimé que le secteur public et le secteur privé travaillent ensemble. Je me sens vraiment des deux cultures. Mettre des règles du privé dans le secteur public et faire sentir l'intérêt général dans le secteur privé, c'est quelque chose qui me plaît. Donc avec Keolis, j'arrive à concilier ces deux évolutions. Ces deux cultures. Autre évolution du monde qui nous entoure, c'est celle du recours massif au télétravail. Ça a une double incidence pour vous, vis-à-vis effectivement de vos clients, sans doute moins de clients, et peut-être dans votre manière de travailler, est-ce qu'effectivement c'est quelque chose que vous voyez changer au sein de Keolis? Alors, d'abord, nous, on a 60% de nos collaborateurs sont des conducteurs, donc ils ne vont pas télétravailler, ils sont sur le terrain en permanence, des contrôleurs. Donc évidemment, ça concerne certains de nos métiers. On a développé des accords de télétravail au sein de l'entreprise. Le télétravail, vu du point de vue passager, nous, on en voit des avantages notables, en particulier sur le lissage des heures de pointe. Je pense qu'on atténue énormément dans les villes les heures de pointe. On est d'ailleurs extrêmement partisans on appelle ça le bureau des temps, que dans certaines villes, on travaille sur la désynchronisation des horaires pour éviter que tout le monde soit 8 heures dans les transports en commun. On travaille sur ce sujet avec des universités en particulier. Donc le télétravail a cet effet positif. Après, il faut se rappeler qu'il y a énormément de métiers où on ne peut pas télétravailler. Finalement, le télétravail est quand même assez limité en nombre d'emplois possibles, 25-30% des métiers. Et puis, vous n'allez jamais télétravailler à 100%, bien sûr. Et puis, les déplacements domicile-travail, c'est qu'une toute petite partie de nos déplacements. Donc, c'est autour de 20-25% aussi. Donc, vous vous déplacez pour des raisons de santé, des raisons de loisirs, des raisons familiales. Pas tant que pour le travail. Et les étudiants représentent une part aussi importante dans les transports communs. Juste en termes de management, est-ce que ça a changé votre manière de diriger des gens? Le télétravail. Je pense que ça conduit à... D'abord, ça instaure au cœur de la discussion la confiance dans les collaborateurs. C'est un peu contraire au management français, la confiance. Alors, oui, c'est pour ça que ça nous oblige tous à s'inscrire dans un autre mode relationnel. Donc, la confiance mutuelle sur ce sujet-là. Donc, ça, je pense, c'est positif. On est peut-être aussi parfois plus efficace dans les réunions. On traîne moins, on doit commencer à l'heure. Donc, tous ces éléments qui ne sont pas totalement dans la culture française. On ne fait pas attendre en visio 20 minutes les gens. Donc, ça change un petit peu, oui. Alors, justement, arrêtons-nous juste une seconde sur cet aspect de culture française. Vous l'avez dit au début de notre émission, vous êtes dans 14 pays. Vous avez une spécificité rare d'avoir un gros actionnaire minoritaire qui est la Caisse des dépôts qui est au Canada. Et donc, comment avez-vous le sentiment que cette expérience, cette vision de l'étranger se reflète dans notre culture? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a une façon peut-être étriquée de voir notre monde évoluer, du vivre ensemble? Vous êtes un transporteur public, tout le monde vit ensemble dans vos différents bus ou tramways. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous manque? En tout cas, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir deux actionnaires de long terme qui se complètent dans leur savoir-faire. Keolis aussi a une grande chance, en effet, c'est d'être présent en France et à l'international. Donc les deux savoir-faire se nourrissent et souvent nos clients, quand ils viennent nous chercher pour nos références.
nos expériences. Je parlais tout à l'heure de Dubaï. Dubaï nourrit des savoir-faire et en même temps le fait que nous gérions une grande ville comme Lyon pour le compte de la métropole et du Citral a nourri des expériences à l'international. Donc c'est ces savoir-faire que Keolis apporte, c'est la force d'un groupe international et qui se veut multiglobal, multimodal. Toute dernière question, vous pourriez rentrer en bourse ou vous y verriez un avantage ou l'expérience malheureuse de votre concurrent Transdev vous dit jamais? En tout cas, le pas de temps que j'ai est précieux puisque je n'annonce pas trimestriellement mes résultats et que le transport est un secteur qui demande du temps et de l'investissement de long terme. Donc c'est dans ce mode-là aussi qu'on réfléchit et on n'a pas parfois les effets un peu négatifs de la cotation. Merci beaucoup Marie-Ange Debon. Marie-Ange Debon, la présidente du directoire de Keolis, était notre invitée. Merci. Merci à vous deux. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.